AC Productions et Adeline sont heureux de vous présenter leur film « Traquer le silure ». En compagnie de Jean-Claude Tanzilli, grand pêcheur devant l'Éternel, vous découvrirez des joies nouvelles. Celle de la pêche au plus gros poisson que l'on puisse trouver dans nos rivières, le silure. Pas plus grande que la Belgique, coincée entre l'Atlantique et le Sahel, tailladée de criques et d'estuaires frangés d'îles et d'îlots, voici la Guinée-Bissau. Au large des côtes et des grands fleuves, c'est le royaume de Julien, le fils du vent et de la mer, des marigots et des brisants. Pour traquer toutes les espèces de poissons vivant dans les parages, il a, comme disent les marins, briqué la mer en long, en large et en travers. Aujourd'hui, il offre son expérience à tous ceux qui veulent bien le suivre dans cette nébuleuse d'île où la nature est encore vierge. La pluie, le brouillard, le froid, le vent, rien n'arrête Jean-Claude Tanzilli et ses amis. Ils nous montrent leurs techniques, certaines oubliées, certaines peu connues. Mais pour eux, la pêche, c'est plus que cela. C'est un art de vivre, une communion avec la nature. Et même si la réussite n'est pas toujours au bout de l'hameçon, le plaisir est toujours là. C'est dans cet univers que Jean-Claude Tanzilli nous entraîne dans le film Pêche en hiver. Spécialiste, je pense, c'est quand même un bien grand mot. J'ai simplement 10 ans que je pratique cette technique. J'ai commencé tout seul, parce qu'il y a 10 ans, c'était difficile. J'ai appris tout seul, c'est vrai. J'ai fait quelques concours par la suite qui m'ont fait côtoyer des spécialistes. Et au contact de spécialistes, on apprend plus vite. Et d'ailleurs, après ce film, je pense que vous ferez comme moi, vous mettrez la pêche à l'anglaise. On va essayer de vous expliquer les techniques de base, des choses très simples pour que vous puissiez prendre du poisson à l'anglaise et vous faire plaisir. Trois jours, 3 nuits avec les meilleurs carpistes français et étrangers. Ici, la carpe est courtisée par tous. Elle est le sujet de toutes les conversations. La carpe, le jour et la nuit, votre prochain film, Pêche et Passion. Allez ma belle, va. Allez, va. Il est un pays où la nature sauvage s'offre aux chasseurs. C'est la Dombes, terre de légendes et de traditions. Ici passent les jours, passent les heures, mais une seule passion demeure, la chasse. Comme dans le livre des merveilles, le chasseur découvre toujours des joies nouvelles. Un lever de soleil, le reflet de la lune sur un étang, un bruissement d'ailes, l'initiation à la chasse d'un jeune chien par ses aînés, la pureté d'un geste.
Exactement. C'est un petit garçon. C'est vrai. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les locaux tout le temps. On les pêchait avec des panachés, on se demande à quoi il servait le panaché. Parce qu'en fait, il restait que la graine. Ah ouais. Les chats, ils attaquaient les bouillettes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et nous, dans notre temps, moi, nous, Ouais. Bonjour Hubert, Bonjour, ça va? ça va bien, ouais. Bonjour. Bonjour. Laurent, ça va Philippe? Laurent, combien? Rien, rien. Pas une? Non, ça va venir. Ah bon? On a amorcé que ce matin. On a amorcé ce matin, on arrive. Il faut laisser le temps qu'elle vienne, les petites. On pêche jusqu'à quelle heure à peu près? Pas jusqu'à la tombée de la nuit. 9h30, 10h? Vous pensez que d'ici ce soir, Normalement. on devrait... Il devrait pas, ça devrait Le pas coin est poser de problème. poissonneux, c'est bien amorcé, ça devrait. Bon. On Eh propose, bien. le poisson dispose. D'accord, eh ben va bien. on va attendre avec vous alors. Hubert, Laurent et puis plus tard Philippe que nous allons retrouver. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir participé à la réalisation de ce film. Vous allez nous montrer, Hubert et Laurent, les différents accessoires indispensables pour pêcher la carpe. Je pense que c'est Laurent qui commence par... Il va nous le dire. Bon, on va donc reprendre sur les anti-emmêleurs qu'on a vu tout à l'heure. Il existe deux types d'anti-emmêleurs, essentiellement. Les anti-emmêleurs avec un plomb directement monté dessus qui vont servir essentiellement pour des montages à grande distance. Et des anti-emmêleurs souples avec une agrafe qui permet de fixer le plomb dessus. Ou rigides de différentes longueurs. Bon, la longueur n'étant pas définie au départ, c'est suivant les convictions de chaque personne. Différents types de plombs que l'on va donc fixer sur les anti-emmêleurs, sur la grappe des anti-emmêleurs. Vous pouvez avoir des plombs du type bombe, du type harlezais, du type zip ou trilobe. Ensuite, derrière l'anti-emmêleur, on va donc mettre une perle. Une perle, vous avez différents diamètres. Bon, ici, vous avez deux diamètres, mais il existe différents diamètres, différentes couleurs. Donc, tout simplement des billes avec un orifice dans lequel on introduira le fil. Et derrière, ce que j'appelais tout à l'heure un pépère, à savoir un petit amortisseur, afin de protéger le nœud sur les mérillons. Derrière les mérillons, sur lequel on va donc effectuer le nœud qui vient de la ligne donc du moulinet sur une extrémité et le bas de ligne à l'autre extrémité. On va donc parler du bas de ligne. Pour le bas de ligne, il y a différents matériaux. Il y a tout d'abord le nylon de différents diamètres. On essaye d'avoir un nylon d'un diamètre inférieur au corps de ligne. On a aussi du dacron qui est une ligne de coton tressé. Il en existe de différentes couleurs, de différentes résistances. Et puis un nouveau matériau pour les bas de ligne que l'on appelle du criston, qui est très souple malgré sa très grande résistance. Voilà, en voilà un donc du criston tressé et une autre sorte de criston qui est du criston non tressé multifibre et qui dans l'eau disparaît. Alors là j'ai un petit bas de ligne qui est monté. Voilà. Donc voilà le bas de ligne. Celui-ci est fait en criston de 15 livres. Les mérillons, le bas de ligne de très grande souplesse, l'hameçon, et voici le cheveu, celui-ci est accroché à l'œillet. Donc, je vais vous montrer rapidement avec une bouillette. Voilà. Donc voilà l'appât accroché à l'hameçon. Comme ça, lors du lancer, la bouillette va être éjectée. Donc on se sert d'un stop bouillette qui est un petit V
de plastique que l'on glisse dans la boucle du cheveu et qui permet à l'appât de tenir lors du lancer. Alors voilà un bas de ligne complet avec appât. Philippe, expliquez-nous le matériel de base du pêcheur à la carpe. Le matériel de base est composé, bien évidemment, d'une canne. Voilà. Les cannes à carpe modernes sont en 2 brins comme celle-ci ou en 3 brins. C'est plus rare. Leur longueur va de 3,30 m à 3,90 m. La taille la plus courante étant 3,60 m, qui correspond à 12 pieds en taille anglaise, puisque les Anglais ont très très fortement influencé cette technique. Voilà, donc ça c'est une canne de bonne qualité qui fait 12 pieds. Évidemment, il faut un moulinet pour avoir une réserve de fil suffisante pour tenir un très gros poisson. Voilà, ça c'est un moulinet qui contient environ 250 mètres de 30 centièmes. Il ne faut pas pêcher la carpe avec un moulinet contenant moins de 200 mètres de 30 centièmes. C'est la base. Sur un moulinet traditionnel, on desserre le frein pour que le poisson puisse partir en emmenant du fil à volonté. Quand on veut ferrer, 2 solutions. Soit on resserre ce frein et on ferre, donc le fil ne sort plus, le ferrage est efficace. Deuxième solution, on ne serre pas ce frein, on bloque la bobine, on ferre, le fil ne sort plus non plus, le poisson est ferré, et après on règle son frein en fonction du poisson et de la traction qu'il exerce sur le fil. Et maintenant il y a des nouveaux moulinets, celui-ci en fait partie, qui sont des moulinets débrayables, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de régler le frein à l'avance, c'est-à-dire qu'un frein relativement serré, pas trop non plus, permettant de ferrer un poisson et d'éviter la casse, néanmoins. En position de pêche, on appuie sur cette petite molette. Le poisson peut partir comme il veut, emmener autant de fil qu'il lui plaît. Un petit coup de manivelle, la petite molette se remet en place et surtout, ce qui est plus important, le frein du moulinet rentre en action. Je recommence, c'est tout doux, ça devient dur. Voilà. Voilà. Plus besoin de modifier son frein en cours de pêche. Ce qui est très pratique, surtout pour les distraits. Voilà. Après, la troisième partie de l'équipement, c'est le détecteur de touche électronique. Ça fait rire les gens qui nous voient au bord de l'eau. Voilà. Un détecteur de touche électronique. En voilà un second. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a détecteur lumineux et sonore. Ce qui fait qu'on a averti par l'oreille qu'il y a une touche, et les détecteurs lumineux nous permettent de savoir sur quelle canne a eu lieu cette touche, parce qu'évidemment, pour reconnaître le son de tel ou tel détecteur, bien que ce soit possible puisqu'on peut régler la tonalité, mais avec la lumière, c'est quand même plus facile. Et le complément indispensable de ce détecteur, c'est ce que l'on appelle l'écureuil. Les Anglais appellent ça un singe, nous on appelle ça un écureuil. Il permet de maintenir le fil tendu pour que le détecteur puisse faire son office. Si le fil n'est pas tendu, le détecteur ne sert pas à grand chose. Oui, mais dites-moi, tout ce matériel, ça coûte très cher? Tout coûte cher. Ça peut coûter cher si on a envie d'y mettre le prix. Et il est évident qu'on a des cannes, maintenant il y a de très très bonnes cannes qui existent à partir de 500 francs. Une canne comme celle-ci vaut environ 2500 francs. Ceci dit, on n'a que les plaisirs qu'on se donne. Les moulinets, c'est exactement la même chose. Un moulinet comme ça coûte environ 1000 francs. On peut très bien pêcher la carpe sans moulinet débrayable, avec un moulinet tout à fait classique, qui vaudra, lui, autour des 300 francs. Et le détecteur électronique, c'est un plus, c'est un grand luxe, c'est le must. On peut très bien se passer d'un détecteur électronique et uniquement utiliser un écureuil, qui coûte entre 40 et 100 francs environ selon la qualité, et qui servira de repère visuel à la tension du fil ou au contraire au retour du poisson. Il n'y a aucun problème. Donc
Il y a une gamme énorme maintenant de produits pour la carpe, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Maintenant, on peut très bien pêcher la carpe avec un budget modeste. Et évidemment, après, ce budget n'a pas de limite si on veut aller dans le matériel de haut de gamme. Le montage du matériel est relativement simple. On pourrait se contenter de prendre deux piquets sur lesquels on monte une barre avec des repose-cannes. Bon, moi je pêche avec 3 cannes, j'ai donc 3 repose-cannes. Et à l'avant, on pourrait monter la même chose. Voilà. Comme on est un peu plus moderne, on monte des détecteurs de touches électroniques qui permettent de pêcher la journée en dormant et la nuit dans les mêmes conditions. Voilà. On monte donc ces 3 appareils. Ça paraît un peu fastidieux comme ça, mais une fois que c'est monté, ça peut rester, ça reste la journée sans bouger, voire plus si on est en vacances. Voilà. Voilà. Donc ça sera la partie avant et ce sera la partie arrière. Bon, pour qu'on puisse poser ces 2 piquets, par exemple, si je voulais les planter ici, comme le sol est très dur, j'aurais beaucoup de mal. Et je ne parle pas des quais de saône ou des quais durs avec des cailloux. On ne peut pas planter les piquets. Donc on est obligé de les mettre sur un support. Ce support, le voici. Il faut lui monter les pieds. Et c'est lui qui va tenir l'ensemble sans qu'on ait besoin de planter. Voilà, donc là, déjà, c'est décollé du sol. On n'a plus qu'à installer le piquet arrière. Voilà. Bon, dans le cas présent, il faut descendre un peu celui-ci et tirer sur l'autre pour arriver à atteindre le sol. Le sol étant relativement pentu, il faut trouver le réglage. Décidément, j'y arriverai pas. Voilà. Même chose à l'avant. Voilà. La partie donc indicateur et support arrière est mise. Il ne reste plus qu'à installer des écureuils, si on veut bien en mettre. Donc c'est pareil, planter 3 tiges de métal comme ça dans le sol, c'est pas toujours possible. Il faut qu'ils soient en l'air. Et pour qu'ils soient en l'air, eh ben on installe une petite barre avec des petites choses, voilà, des petites pièces métalliques qui permettent de tenir les écureuils en l'air. Voilà, il n'y a plus qu'à poser les cannes, ou presque. Voilà, ma canne est prête à pêcher, c'est bien sûr si je la lance. Cette batterie est composée de 4 ensembles, canne, moulinet, écureuil et détecteur de touches sonores et lumineux. Le tout est supporté par un repose-canne, donc adaptable sur tout type de terrain. Une touche se traduit le plus souvent par une montée de l'écureuil lorsque le poisson s'en va vers le large, ou soit par une descente de l'écureuil. Le cas contraire, lorsque le poisson donc revient vers la berge. En cas de départ brutal d'un poisson, le fil sera donc éjecté de l'écureuil. Le fil se dévidant du moulinet qui aura été réglé au préalable de manière assez souple. Oh, elles vont bien ces bouillettes. Elles sont bien lancées. Elles sont plus dures à faire flotter, mais au niveau du lancer, elles sont... Là, c'est pour amorcer par-dessus les arbres.
a fendu. Je t'en prie, simplement ça. Un léger petit coup de bain. Mais c'était rien, hein. La preuve, hein. Je bosse quand même en dormant. Elle travaille bien, cette carte. Oh, c'est fantastique. Fantastique. Là, je vais te dire. Regarde d'action. Regarde ça. Superbe. Comme idéal, il n'y a pas d'angle, rien. Très très beau. Où elle est? Tu la montes de quel côté? Parce qu'au mieux, on va encore être Je sais pas. en train de faire Je de sais pas, je tricot. la vois là-bas. Oui, ça voit là-bas, moi aussi, Hein? mais... Tu devrais carrément passer à Tu côté. devrais passer de Je l'autre côté. fais... Ouais. Je crois que c'est une bébise encore, hein. Ouais. Elle doit pas être grosse, hein. Quand elles sont loin, avec le nom, les mètres de fil sortis, on a l'impression qu'elles sont grosses. 65, je la mets dans le sac. Une cuir est à peu près pareil, même morphologie, mais tu trouves pas de gros écailles comme tu la trouves sur la mienne. Ça, c'est les carpeaux qui font 2 kg, 2,5 kg à peu près. Donc là, vous avez une miroir. Carpe miroir, oui. Miroir. Ouais, un petit carpeau qui est joli. De toute manière, on a fait que des Ils sont en bonne santé, ils tirent beaucoup, mais c'est malheureusement pas très très gros poisson, mais le petit poisson deviendra grand. Laurent, Hubert, vous nous avez préparé des maquettes de montage de lignes. Vous allez nous donner donc tous les renseignements que nos spectateurs sont à droit d'attendre de vous. Oui, donc on vous a préparé 4 petites maquettes de montage et on va vous expliquer exactement ce qu'il en est. Donc, nous allons partir sur le montage le plus simple. Un montage coulissant. Donc, le fil arrivant du moulinet. Voilà. On passe directement le fil à travers le plomb. Ce qui nous évite, quand on commence à pêcher la carpe, ce qui nous évite d'acheter des perles potentes, des anti-emmêleurs. Ce style de montage, faut quand même pas pêcher à très longue distance parce qu'il y a quand même risque d'emmêlage relativement souvent. Donc là, on passe le fil à travers donc la boucle du plomb. Ensuite, on met les petites perles que nous a présentées Laurent tout à l'heure, le fameux petit pépère en caoutchouc, un émerillon. À cet émerillon, le corde-ligne étant entre 25 et 40 centièmes maximum dans les endroits très encombrés. On a donc accroché à l'émerillon un bas de ligne, donc le bas de ligne dacron, criston, nylon. Celui-ci est un dacron de 10 livres anglaises, la livre anglaise étant de 454 grammes, donc la résistance c'est 4,5 kg de résistance. Le bas de ligne qui peut varier de 5 à 40 cm va jusqu'à l'hameçon. Cet hameçon étant un hameçon droit. Le cheveu est accroché à la courbe de l'hameçon, auquel sont accrochées 2 bouillettes à l'aide d'un petit V en plastique qu'on appelle stop bouillette. Voilà donc le stop bouillette, les bouillettes, le cheveu qui peut être d'une longueur de 1 à 5 cm environ, l'hameçon, le corde-ligne, l'émerillon, le pépère, la perle,
le corps de ligne, le plomb et le corps de ligne qui va jusqu'au moulinet. Pour le deuxième montage, ce sera un montage de fuite. Alors pourquoi montage de fuite? Eh bien parce que la carpe va se ferrer automatiquement avec ce style de montage et ce ne sera pas le pêcheur qui piquera le poisson en ferrant avec la canne. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on met un backstop, ce qu'on appelle, c'est un stopper, une gaine silicone avec une petite tige en plastique à l'intérieur qui empêche, qui ne coulisse pas, qui bloque le fil. Ici vous avez, donc ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, un anti-emmêleur monté directement avec un plomb delta, fait pour les grandes distances. Toujours la perle, toujours le pépère, les mérillons. Là vous avez le bas de ligne, l'hameçon. Alors l'hameçon, les tailles varient entre 8 et 1. Nous on utilise surtout entre 4, 2, 4, 6. Là le cheveu est accroché cette fois-ci à l'œillet de l'hameçon. Et il y a toujours les deux bouillettes avec le stop bouillette. Pourquoi il est accroché à l'œillet? Eh bien parce que dans ce montage-là, quand la carpe aspire la bouillette, si elle sent une résistance et qu'elle la recrache, elle peut se piquer à la sortie. La carpe, elle aspire, elle recrache, aspire, elle recrache, avant d'avaler. Donc, si elle sent la moindre résistance à la première ou deuxième aspiration, elle va recracher l'appât et le laisser sur le fond. Donc je vais vous récapituler dans l'autre sens. Toujours le stop bouillette, les bouillettes, alors ici sur les montages ce sont des bouillettes, mais on vous montrera qu'on peut très bien mettre des particules, des graines. Le cheveu accroché à l'œillet, l'hameçon, le bas de ligne, les mérillons, le pépère, la perle, le plomb delta monté sur anti-emmêleur, et avec le backstop, donc le stopper, qui empêche le plomb de coulisser et qui offrira une résistance lors du départ du poisson et qui ferra automatiquement la carpe. Et donc le fil qui part au moulinet. Donc je vais vous présenter un montage flottant. Alors toujours le corps de ligne qui arrive du moulinet. Ici on a mis un backstop pour pêcher en montage flottant, mais de fuite, de manière à ce que le poisson se ferre au démarrage. On peut aussi bien l'enlever et le faire coulissant. Donc le corps de ligne. Ici, ce qu'on appelle un feeder boom, ça n'a pas de nom en français, mais ça sert beaucoup pour les pêcheurs à l'anglaise, qui pêchent au swim feeder, à la morsoir donc. Un plomb trilobe. Ici c'est un trilobe, on peut aussi bien mettre un arlezé ou un missile. Le poids, généralement c'est de 40 à 80 grammes, mais on peut descendre jusqu'à 20 et monter jusqu'à 120. Pour tous les montages, hein. Les poids des plombs sont valables pour tous les montages. La perle, le pépère, les mérillons, le bas de ligne, ici qui est en dacron camouflage, donc vert. Et maintenant on arrive proprement dit au montage flottant. Ici il y a une bouillette flottante. Alors les bouillettes flottantes, on peut les faire de plusieurs manières. On peut les faire de par la composition des farines qu'on met à l'intérieur. On peut les faire en fabriquant des bouillettes normales et en les passant quelques instants au micro-ondes. Ou alors, avec l'aide d'un emporte-pièce, on peut les creuser et mettre un polypops, c'est-à-dire un petit morceau de polystyrène à l'intérieur, qui les rendront flottantes. De par la densité qu'on leur aura donnée, les bouillettes du moins, vont faire flotter l'hameçon. Et il suffit de mettre une petite cendrée pour faire contrepoids. Si on veut pêcher avec seulement 8 cm de décollé. Mais on peut aussi bien enlever cette cendrée et faire décoller tout le bas de ligne. Ce montage sert pour les fonds vaseux, comme ça, pour éviter que la bouillette s'enfonce dans la vase. Quelquefois, la carpe ne prend que le montage au décollé. Et quand on pêche avec le bas de ligne complet,
flottant, ça peut servir quand il y a beaucoup d'herbe au fond et faire ressortir la bouillette de manière à ce qu'elle ne soit pas perdue dans la végétation. Alors moi, pour ce qui est des bouillettes, tout à l'heure on parlait de petits secrets, c'est pas tellement un secret, c'est une petite astuce. Les bouillettes, moi quand je pêche à la bouillette, je les retrempe quelques instants dans le parfum pur pour leur redonner plus d'odeur, ce qui fait que quand je jette mon montage, au fond de l'eau, le parfum se diffuse et forme un halo autour de la bouillette, un halo parfumé, et qui, suivant le courant ou les mouvements de vent, se déplace. Voilà. Donc c'est pas un secret, mais c'est simplement une petite astuce. Et j'ai remarqué de très bons résultats avec. Donc j'espère que d'autres essayeront. Voilà. Donc je vais repartir dans l'autre sens. La bouillette flottante, donc plusieurs moyens de la faire flotter. Le cheveu, l'hameçon, la petite cendrée, si on ne veut faire flotter qu'une partie du bas de ligne, le corps de ligne qui repose sur le fond, enfin le bas de ligne, le reste du bas de ligne qui repose sur le fond, les mérillons, le pépère, la perle, le feeder boom avec la grappe et le plomb, et le fil qui va au corps de ligne, avec ou sans stopper. Je vais vous montrer une autre variante du montage flottant. Toujours le fil qui arrive du moulinet. Cette fois-ci, on a un émerillon directement sur l'émerillon parce que le plomb va se trouver à l'extrémité du montage. Donc, on a un émerillon, une petite perle. Ces petites perles servent surtout à protéger les nœuds pour éviter les chocs. On continue sur le corps de ligne. Je vais aller d'abord jusqu'au plomb. Donc, il y a le corps de ligne, une autre perle, un autre émerillon, toujours le corps de ligne et le plomb. Donc en revenant en arrière, on s'aperçoit que le bas de ligne est directement monté, on peut le faire coulisser, sur le corps de ligne. Et la distance est réglée en fonction de la longueur qu'on laisse entre les deux émerillons. C'est une deuxième variante d'un montage flottant. Donc là on a un bas de ligne ici qui est relativement court, avec un hameçon décentré, qui va relativement bien pour les montages flottants. Ici, le cheveu est accroché après l'œillet et retenu par une petite gaine le long de l'hameçon, ce qui fait que le cheveu est solidaire de l'hameçon jusqu'à la première courbe. Les bouillettes, donc qui sont flottantes, ici il y en a deux. Ici on est obligé d'en mettre deux, parce que ce genre d'hameçon étant beaucoup plus lourd que les autres, une seule bouillette, on n'arrive pas à le faire flotter. Là, le plomb, le corps de ligne, qui est séparé en trois morceaux. Donc premier morceau du corps de ligne, un émerillon, une perle, deuxième morceau du corps de ligne, une autre perle, un émerillon, et sur ce deuxième morceau de corps de ligne est accroché le bas de ligne, donc avec un émerillon, un autre émerillon, mais qui coulisse lui librement entre les deux points. Le bas de ligne, un hameçon décentré et deux bouillettes. Alors, maintenant il existe, pour remplacer cet émerillon, il existe une potence que l'on appelle une potence hélicoptère et qui permet de mieux coulisser et de moins emmêler lors des lancers. De cet émerillon, donc on repart au corps de ligne. C'est un montage flottant un peu plus compliqué, mais très rentable dans les pêches. Pas très gros? Hein? Alors. Je suis loin là. Là où elle est? Non.
quoi, 6 kilos? Hein? Elle est coincée dans le nénuphar là. Oui, elle est coincée. Elle est loin. Elle est très très loin. Dans le nénuphar avec un vent sur place. C'est pas bien quand même. Ouais, elle est pas grosse. Ouais, c'est des cannes. Pourquoi c'était coincé tout à l'heure? Je suis trop bon au fil. On va la mettre sur le tapis. Comme c'est sec. C'est du fil. Hein? Non, c'est tout, c'est du fil. C'est mes cannes. Bon. Ouais, t'es prise. C'est bien piqué, hein? Ah ouais. Cacahuètes. Bouillette de cacahuètes. Allez. Assieds-toi. Tu me donnes le sac, Philippe? Il y a un petit sac là. Ouais. Hein? Non, non, le petit sac, on le met dans le sac à car pour le gérer tout ensemble. Pas un monstre, hein. Regarde, elle est là, elle arrive. Quand même. Je descends en dessous, toi. Je vais me mettre en dessous, là. On peut la faire du lait. Ah ouais. Je sais pas, mais je crois bien qu'elle a ramassé une de tes cannes, Philippe. Hein. Ouais. Elle est grosse, non? Ça a l'air, ouais. Ça a l'air. Écoute Hubert, moi je fais rien, je te laisse faire, tu te débrouilles. Ouais. Fais ta vie, hein. Parce que ça a l'air lourd. Il y en a une autre. Faire. Oh là là, c'est l'euphorie là. Là. Attends, je m'occupe là. Je m'occupe. Bah alors. Je fais rien pendant 2 heures. Ouais. Quand elle passe sur le coup. Ah ouais, celle-là, elle veut pas venir. Hein. Elle a l'air belle. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui arrive derrière ça. Ah, ça, c'est la canne à Philippe que t'as embarqué comme ça. C'est rien, ça c'est ma canne. Ah, si, Regarde comme elle monte. Oula. Regarde la patauge qu'elle a. Et elle revient en surface. Là. Oh ouais. Ouais. Attends. Quand elle arrive au bord, elle veut pas sortir la tête, dis donc. Regarde ça. Ouf. Je sais que... Ouais, mais elle a l'air belle. Hein. Sur le coup, pas nerveuse. Hein. Ah ouais. Sur le coup, mais là... On fait mettre 12 kilos. Ça va, Philippe, t'en sors?
Écoute, celle-là, elle a pris son piqué en premier. Hein. Alors l'autre attend. Hein. C'est pas le tricot qu'il va y avoir là. Elle est en train de faire du crochet là. Parce que si celle-là, je viens de taper l'arlosé dans la figure, tu vas voir. Putain, mais c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Lance-toi. Il laisse pas trop de fil parce qu'il y a un arbre derrière. Ouais. Ah ouais, regarde. Oh, c'est 12, 13 même peut-être. Ah ouais. Très grosse. Ouais, ouais. Joli miroir. Très belle, magnifique poisson. Magnifique poisson. Viens là, allez. Allez, peut-être. Allez. Ouais, super. Super, Laurent. Ah ouais. Ouf. Il a 13 kilos, ouais. Dans l'herbe. Pèse. Essaye de décrocher ma ligne. Ah, attends, il y a le souffle là. Celui-là de ses couleurs. Regarde, regarde, elle a fait un tricot. Juste sous la lèvre. Ouais. Quand je décroche ta ligne, Phil. Tiens. Attends, ça c'est quoi? Ça vient d'une autre là. Ouais, mais c'est une autre ligne. C'est la Philippe ça. Ah, ouais. Ah oui, regarde, on adore ça, le couteau. Regarde, attends. T'as le dessus. Oh, comme on voit bien les pharyngiennes au fond. Regarde. Les pharyngiennes au fond, Je vais vite chercher qui lui permettent de broyer toutes les particules très dures qu'on voit au fond là. Elle n'a pas de dents, mais sauf les dents pharyngiennes qu'on appelle. Qui permettent donc de broyer des particules très très dures, même le maïs cru à la limite elles peuvent engamer. Bon, tu continues bien sur la. Tu peux la voir? Regarde, t'as vu, elle a un peu abîmée, regarde. Ah ouais. C'est le cartilage, ça se ressoude. Vas-y. Ah, vas-y. Oh, vas-y. Tu lèves? Ah non. Je t'en prie. Tu m'as fait. Oh. Tremble pas comme ça. 13 kg 200. Laurent, pourquoi pêchez-vous la carpe? Réponse difficile. Je pêche la carpe parce que c'est un poisson qui correspond à mon tempérament. À savoir, c'est un poisson qui est très discret, que très peu de gens connaissent, qui ne se manifeste pas beaucoup et qui pourtant est très puissant. Est-ce que vous pourriez nous citer une anecdote? Une anecdote. J'en ai beaucoup, mais une avec un collègue, nous pêchions donc en rivière. Il a eu un départ avec un poisson. Et c'est donc un peu trop. Nous pêchions légèrement dans l'eau, dans 40 cm d'eau. Ce qui fait qu'on ne voyait pas donc le fond. Et il s'est approché du bord pour justement tenter d'éloigner le poisson qui se trouvait à 50 mètres en aval au bord. Et il a disparu d'un seul coup sous l'eau. Ce qui fait qu'on ne voyait plus que les 40 cm de sion qui dépassaient, pliés en deux parce qu'il n'avait pas lâché la canne, il n'avait pas lâché le poisson. Un autre collègue qui était là a sauté à l'eau pour aller chercher, pour le remonter, parce que lui était en cuissarde. Je les ai récupérés tous les deux à l'épuisette. Et mon collègue a quand même sorti son poisson qui était une cuillère de 16 kg. Votre plus gros poisson pesait? 19 kg de sang. Le plus grand nombre de poissons que vous avez capturés dans une journée?
Rapport, je vais considérer des beaux poissons parce qu'il arrive quelquefois que l'on fasse des grandes pêches mais de petits poissons. Mais sinon, ça doit être 80, 90, peut-être 100 kilos à travers 8, 9 ou 10 poissons. Peut-être moins. Votre plus grande joie? Ma plus grande joie est liée directement, ça me semble un peu logique, à travers le plus gros poisson que j'ai pu prendre. Un soir, j'étais donc allé au sortir du travail, j'étais donc allé pêcher vers 6 h du soir. Et en 3 heures, 3 heures et demie de temps, j'ai fait 4 poissons, 11 kilos, 12 kilos, 17 kilos 6 et 19 kilos 2. Qui dit grande joie dit grande déception? Ma grande déception est à la limite directement liée à ma plus grande joie, à savoir le soir dont je parlais, j'étais obligé de partir du poste parce que la nuit tombait et qu'il était interdit de pêcher de nuit. J'ai donc été obligé de quitter le poste alors que le poisson était en pleine activité, ce qui signifiait que si une autorisation était donnée, ça m'aurait permis de continuer à pêcher durant la nuit et sans aucun doute de prendre beaucoup plus de poissons et peut-être plus gros. Hubert, vous pêchez la carpe. Pourquoi? Ah, pourquoi? Déjà, la carpe, c'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire, la carpe, je la pêchais déjà tout petit avec mon grand-père. Donc c'est pas un truc qui m'est venu subitement. Bien sûr, maintenant, je la pêche avec les techniques modernes. Pourquoi? Parce que c'est franchement très agréable de pêcher avec ces moyens-là. Et la carpe, bon, c'est peut-être le poisson. Maintenant, bon, bien sûr, il y a le silure, mais disons que quand on a commencé, c'était certainement le poisson le plus gros que l'on pouvait attraper et avec le plus de force. Donc, combattre une carpe pendant 1 heure, voire plus, c'est quand même un grand moment. Est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote d'une de vos parties de pêche? Oh, une anecdote d'une de mes parties de pêche, pas tellement, mais j'ai une anecdote d'un ami avec qui je pêchais très souvent et qui était au bord de l'eau, dans une balastière, et après avoir ferré un poisson de plusieurs kilos, voire une bonne dizaine de kilos, s'est éloigné de son poste, le poisson le tractant, et en regardant son repose-canne où il y avait toutes ces autres cannes, s'est aperçu qu'il y en avait une qui venait de partir comme un javelot à l'eau. Il a donc passé la canne qu'il tenait à une personne qui était là au bord de l'eau, et voyant la canne flotter et partir en direction du large, il n'a pas cherché à comprendre et il a sauté à l'eau, tout habillé. Il a nagé à peu près bien 300 mètres et il a ramené le poisson au bout d'un combat qui a duré 3h05. Lui voyait ce poisson-là énorme, il voyait le record de sa vie. Or, c'était tout simplement une miroir de 12 kilos, mais qui avait une queue extrêmement grande et disproportionnée par rapport à sa taille. Puisque vous parlez de gros poissons, quelle est votre plus grosse prise? Ma plus grosse prise, 15 kilos. Votre plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est lié à une partie de pêche avec mon ami Laurent et mon ami Lambert, où on a eu 32 départs en relativement peu de temps, disons dans une journée. Et là, c'était vraiment des départs et des poissons qui allaient de la plus petite 3,5 kg jusqu'à 18 kg. Votre plus grande déception? Ma plus grande déception, c'est toujours avec ces mêmes amis. On a fait 3500 km pour aller pêcher la carpe en Espagne et prendre des gros spécimens. Et en fait de carpe, on a vu que du bitume, on a fait 3500 km pour rien. Les carpes que vous capturez, vous les mangez grillées ou farcies? Eh bien, je ne les mange pas du tout. J'ai quand même un avantage sur les autres, c'est que moi, j'ai horreur du poisson.
Alors ce qui fait que quand je prends un poisson, je n'ai pas à me poser la question s'il faut que je le garde ou que je ne le garde pas. Et c'est valable pour tous les poissons que je prends. Quelles sont les èches que vous employez pour pêcher la carpe? Donc pour la confection des bouillettes, nous disposons donc d'une multitude de parfums. Vous avez devant vous un échantillon de quelques parfums. Il en existe un nombre pas possible, à savoir il existe des parfums carnés, comme l'écrevisse, le crabe, le foie, la viande, le roast beef, ou alors des parfums sucrés qui peuvent aller de la vanille en passant par la fraise, à la banane, au cocktail des Caraïbes. Il en existe une gamme très étendue. Sinon, indépendamment des bouillettes, on peut très bien utiliser des particules. Des particules, vous en avez ici quelques-unes. Ça peut être des arachides, ce qu'on appelle communément des cacahuètes. Ça peut être du maïs ou du lupin. Voilà. Mais on peut très bon. Là, je vous ai montré 3 exemples de particules. On peut très bien utiliser aussi de la févrole, du haricot, du pois chiche, du petit pois. Vous pouvez absolument utiliser tout ce que vous voulez. Vous nous avez dit tout à l'heure, Laurent possédait un petit secret de montage. Il est grand temps de nous le révéler. Un petit secret, c'est un bien grand mot. C'est un petit truc que j'affectionne particulièrement parce que le problème étant, si vous pêchez avec 1 ou 2 bouillettes ou des particules, vous allez avoir une taille de cheveux qui va varier. Il est sûr que si j'ai 2 bouillettes, il va falloir que j'ai un cheveu beaucoup plus long pour conserver par exemple une même distance de l'hameçon à la bouillette. Donc ce que je fais, c'est tout simplement un cheveu réglable qui évite de casser et de refaire le cheveu à chaque fois. Je vais prendre donc un petit bout de mini dacron que l'on utilise donc habituellement pour faire les cheveux. Donc je vais en couper environ une vingtaine de centimètres. Je vais faire à l'extrémité une boucle qui me servira donc ensuite pour y passer mon stop bouillette afin d'y introduire mon butoir. Voilà. Donc effectuer une boucle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de tube. C'est un tube avec un très petit diamètre. Bon là c'est du polyuréthane. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais si on prend du silicone, c'est beaucoup trop souple. Vous allez comprendre pourquoi. J'enfile donc ce petit morceau de tube sur un passe-bouillette, mais très fin. Et je glisse donc à l'intérieur. Je vais donc ensuite enfiler ce tube sur l'hameçon. Alors ça rentre, il faut le faire rentrer un petit peu en force. Et je vais donc avoir ici mon cheveu qui va passer à l'intérieur du tube et qui va être plaqué, si vous voulez, contre la hampe de l'hameçon, qui va être, pour ainsi dire, serti, compte tenu de la rigidité. Ce qui permet d'avoir un cheveu qui soit réglable, à savoir si j'utilise une bouillette, je peux très bien, en tirant mon cheveu, avoir un cheveu très court ou très long, suivant l'utilisation. Par ailleurs, ce mode de fixation, je remets ici une bouillette sur le montage. Vous avez donc possibilité, à travers le brin qui dépasse ici, de régler la longueur du cheveu, suivant le nombre de particules utilisées ou le nombre de bouillettes utilisées, de le réduire. Et aussi, ce que j'affectionne aussi particulièrement pour ma part, pouvoir le mettre très court, de manière, si vous voulez, à déporter l'hameçon de la bouillette. Laurent et vos amis, allez nous montrer maintenant la préparation des bouillettes et de l'amorce.
Tout à fait. Bon, ce que nous allons faire, c'est que dans un premier temps, nous allons donc effectuer le mouillage de l'amorce, parce qu'il est nécessaire, afin d'avoir une meilleure amorce, de la mouiller dans un premier temps et de la laisser reposer 2 à 3 heures. Et ensuite, la mouiller définitivement et confectionner les boules. Donc dans l'intervalle de temps, nous ferons donc les bouillettes. Donc il existe plusieurs types d'amorces. Bon, dans le cas présent, nous avons pris une amorce classique, mais il existe une quinzaine, une vingtaine de variétés d'amorces. Ça, à vous de faire votre choix et qui correspondront tout à fait. Donc, ce sont des préparations qui sont toutes faites et auxquelles il convient seulement d'ajouter l'eau. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que nous y aurons incorporé l'eau, elle va gonfler. Donc au départ, si vous voulez, 2 kg bon, représente un volume comme celui-là, et ensuite l'amorce va quand même gonfler tout doucement, parce qu'on a toutes les particules dures à l'intérieur qui vont pomper l'eau que l'on va mettre. Donc ce qu'on va faire, c'est la mouiller. Alors la mouiller, évitez de remplir d'un seul coup le volume d'eau correspondant, en disant là ça doit aller, puis ensuite de touiller. Il faut l'amorcer le plus lentement possible, si vous voulez. Hubert, vous allez nous montrer maintenant la fabrication des bouillettes. Oui, alors pour ce qui est des bouillettes, bon, il y a énormément de sortes de préparations. On va en choisir une qui est la plus courante. Et donc, à cette préparation, nous allons ajouter des œufs, un colorant, un parfum. On peut ajouter des acides aminés, tout un tas de choses qu'on vous a déjà montré précédemment. Et donc, on va commencer la préparation. On va peut-être casser les œufs en premier. Alors, après avoir battu les œufs, on va incorporer un parfum et un colorant. Alors, aujourd'hui, le parfum, on va prendre Scopex. Donc là, on a mis à peu près 8 millilitres. 8 millilitres. À ça, on va rajouter un colorant. Voilà. Un colorant jaune. Alors là, c'est un colorant en poudre. Donc on va le mettre avec une... On va le mettre à peu près comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire un peu au pif. Donc là quand même on sent bien la différence. On sent bien la différence entre le jaune de l'œuf et le jaune maintenant avec le colorant. Donc on va ajouter. Là ce sont des bouillettes les plus simples possibles. Hein. Donc on met simplement la farine, les œufs, le colorant et le parfum. Alors maintenant, nous allons incorporer la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus au doigt et qu'elle soit facilement travaillable. Vous allez donc jusqu'à une préparation d'une pâte très ferme. Ferme, très ferme, oui, enfin limite. Limite entre à ce qu'elle colle au doigt et qu'elle ne soit pas trop sèche non plus pour pas que quand on va faire les boudins se craquellent. Vas-y. Est-ce que vos épouses vous prêtent leur mixeur ou robot pour... Oui, ça arrive. Ah, déjà, elles nous prêtent la cuisine, ce qui est déjà pas mal. Quand on fait des parfums fruités, elles acceptent relativement facilement. Par contre, quand on rentre dans les parfums carnés, parfum foie, parfum viande, poisson, là généralement c'est limite du cas de divorce. Cette boule de pâte, on va la transformer en un boudin pour pouvoir la faire rentrer dans le pistolet. Ce pistolet est muni d'une canule qu'on a préalablement coupée au bon diamètre de la table à rouler.
en tenant compte bien sûr de l'expansion de la porte une fois sortie du tube. C'est-à-dire que la porte est tellement compressée à l'intérieur du pistolet qu'elle a tendance, une fois sortie, à s'expanser. Alors il faut généralement faire 1 ou 2 mm, tailler la canule 1 ou 2 mm en dessous du diamètre de la bouillette qu'on veut faire. Ici ce sera des bouillettes de 16 mm, donc on a taillé la canule à peu près à 13,5, 14. C'est un pistolet, somme toute, inoffensif. Ah oui, bien sûr. Sans problème. C'est un pistolet, c'est un dérivé du pistolet à mastic et du pistolet de pâtissier. Avec le pistolet, alors on pose le boudin en long sur la table à rouler. C'est tout près là. C'est bon. Donc là, on va montrer avec un seul boudin. Donc il suffit de bien appuyer. Petit mouvement de va-et-vient. Et voilà les bouillettes qui sont faites. Quand on en a une assez grande quantité, eh bien on peut passer à la cuisson. Merci. Alors on va faire cuire les bouillettes, parce que si on les laissait comme ça, elles seraient trop molles, on ne pourrait pas les utiliser. Donc on les met dans de l'eau bouillante, pas trop à la fois non plus. Et il suffit d'attendre qu'elles montent à la surface. Je suis prêt. Et elles doivent monter. Voilà. Je les pose sur le tamis pour les égoutter avant de les stocker ou de les congeler. On voit qu'elles ont gonflé depuis tout à l'heure. Elles ont pris quelques millimètres de diamètre. Montrez-nous la fin de la préparation de votre amorce. Ça consiste donc tout simplement à tamiser l'amorce de manière à d'une part avoir une bonne homogénéité et ensuite de manière justement à dissoudre tous ces gros morceaux qui sont mal agglomérés. Sinon, on aurait lors du lancer des boules qui seraient beaucoup moins compactes et qui risqueraient davantage d'exploser au lancer. Alors ces boules là on les fait, normalement les boules d'amorce, l'amorce sert à concentrer le poisson relativement rapidement, mais ça sert aussi à envoyer des particules, c'est-à-dire comme le maïs ou les arachides, très très loin, qui par leur densité, en temps normal, n'y vont pas. Les bouillettes, on peut amorcer relativement loin, mais tout ce qui est graines, c'est rare de pouvoir les envoyer au-delà de 40 mètres. Donc dans le cas présent, nous avons donc rajouté des bouillettes coupées en morceaux, de l'arachide, du maïs doux. Bon, on aurait très bien pu mettre d'autres particules, à savoir du chènevis par exemple, ou du maïs que vous avez fait vous tremper ou cuire. Toutes les particules imaginables. Voilà, on va donc maintenant mélanger l'amorce et les particules pour ensuite confectionner les boules. Donc, suivant la distance à laquelle vous pêchez, vous allez faire des boules qui vont être conditionnées donc par la distance. À savoir, si vous pêchez bien sûr à 10 mètres, vous pouvez faire des boules de ce gabarit-là, ou éventuellement plus grosses, car vous pourrez les jeter à la main. Mais si jamais vous êtes amené à pêcher à 60 mètres, 70 mètres, l'utilisation d'une fronde sera nécessaire, auquel cas vous devrez avoir des boules beaucoup plus petites, comme celle que fait Hubert. Attends, pour décaler, là, moi je me file en travers. Oui, non, mais on va essayer de la faire passer par-dessus.
Tu vois? Il y a 30 Ah oui, mètres. d'accord. C'est très bien là. Les fils sont pas trop embêtés. Décale quand même un peu, non? Allez, repasser par-dessus. Oh, une commune. Oh, dis donc, c'est la première commune qu'on prend aujourd'hui. Ah, super. On vient là sur le côté, Hubert. Ouais. En niveau, c'est déjà plus nerveux. Ouais, enfin, peut-être aussi. C'est les points ici. Bouge pas, bouge pas. Il est beau là, il faut que tu te Viens la petite. Ouais. C'est belle, hein? Je bouge pas, hein? C'est quand tu veux. Et où? Quand tu veux. T'endors pas, hein? T'inquiète pas. Je dirais le plaisir. Allez. Nickel. Tu serres un peu, voilà. Et t'as vu, ta bouillette est quand même carrée, les chats sont passés en avant. Hein. Ouais. Les chats sont passés en premier. Bon poisson. Il y a des petites communes, hein? Belles écailles, Ouais, belle. belle nageoire, mer rouge. Impeccable. On revient là. Ah, c'est bien comme une montre. Toute seule. Attention, fais gaffe, amour blanc, hein? Ah, comme ça, elle va rentrer dans la berge. Elle va monter toute seule après la berge. Tu sais qu'il y a des amours blancs, alors... Même pas besoin de mettre les busacs. Méfiance, hein? Méfiance. Ouais, ouais. Bon. De toute manière, toujours les petites. Hein. Toujours des petits paquets de merde. Petit paquet de main, t'excites pas. On est revenu du fil, quand elle a joué avec les gamins de sa rue. Je pense que c'est cher, hein? Ouais. Dis donc. Même gabarit que tout à l'heure. Ouais. Petit. Un petit peu plus long. Ah, par contre, là. Ah, c'était juste. Ah, le hein. cheveu, t'as vu? Ouais. C'était juste. Oh bah tu sais, dans la bagarre c'est normal. Hein. Juste. Dites-nous, Philippe, ce qui vous a motivé dans la pêche à la carpe. Ce qui m'a motivé, disons que j'aime bien la carpe parce que c'est le plus gros poisson de sport qu'on ait dans nos eaux. Mis à part le silure qui est un poisson importé, mais c'est le seul poisson autochtone que l'on ait. Et puis en plus j'étais vacciné tout petit, alors ça aide dès que j'ai connu des pêcheurs de carpe très très jeunes et je suis allé avec eux. Donc la carpe m'a toujours attiré, puis en plus je ne suis pas un pêcheur très très actif. La pêche pour moi c'est pas un défouloir, c'est un reposoir. Ce qui fait que la pêche à la carpe est une pêche d'attente. J'ai tout loisir à somnoler et à rêvasser. C'est pour ça aussi que la pêche à la carpe avec les méthodes modernes m'intéresse. Si je comprends bien, la pêche à la carpe, pour vous, c'est une partie de repos. Oui, c'est un tout, ça fait partie d'une certaine philosophie. Moi, je m'énerve beaucoup dans mon travail, dans des choses comme ça, ce qui fait que la carpe, ça me permet de m'oxygéner et surtout de ne penser à rien une fois que mes cannes sont posées, que mes détecteurs sont en route. J'ai tout le temps de voir ce qui va se passer et de m'évader, sans aller très loin. Physiquement, je m'entends. J'ai déjà posé cette question à vos amis. Vous avez sûrement un truc ou petit secret à nous livrer.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secrets. Moi, je crois en certaines choses, et notamment en une, c'est qu'il faut croire en ce qu'on fait. À partir du moment où on est persuadé que ce qu'on fait, ça va marcher, on va prendre du poisson. Et le deuxième secret, c'est d'aller à la pêche. Parce que c'est facile de dire oui, je n'ai pas pris de carpe cette année, gna gna gna, gna gna gna. Si on est allé à la pêche 3 fois, ça veut dire quoi? C'est comme si Ballesteros tapait 3 balles dans sa saison, il ne serait pas un des meilleurs golfeurs du monde. Et pour bien pêcher, il faut d'abord aller à la pêche. Les secrets, après, c'est une autre histoire. Racontez-nous votre plus gros poisson. Mon plus gros poisson, je l'ai pris il y a maintenant 4 ans, je crois. Oui, c'était 4 ans au mois d'avril. En lui-même, c'est mon plus gros poisson et c'est également une anecdote intéressante. Je suis arrivé sur le coup d'un copain qui avait amorcé pour moi et il m'avait demandé de le rejoindre le dimanche matin. Je suis arrivé en retard parce que j'aime bien mon lit et il pleuvait, je n'avais pas tellement envie de monter mon matériel. J'ai pris une canne dans la voiture, j'ai mis un bout de fil au bout et j'ai jeté cette canne-là à environ 20 mètres, du coup amorcée, pour pas trop embêter mon copain qui avait préparé son coup. C'est normal, on a une certaine éthique, on ne va pas les ennuyer. On participe un peu au coup des copains sans pour autant les gêner. Et on n'a eu qu'une touche dans la matinée, c'est moi qui l'ai eu évidemment. Et j'ai pris mon plus beau poisson, donc une carpe qui faisait 18 kg. Comme tous les pêcheurs de carpe, vous allez nous dire que vous avez manqué la plus belle. Racontez-nous. Il y a une chose qui me fait horreur, ce sont les gens qui pèsent les poissons quand ils les ratent. Il y a des moments de pêcheurs qui ratent un poisson, ils savent le poids, direct. Moi non, quand je rate un poisson, j'ai raté, quand j'ai perdu, j'ai perdu. Je ne suis pas assez doué pour peser un poisson que je viens de casser. Et à mon avis, c'est réservé à une élite dont je ne fais pas partie. Les grosses carpes, vous les congelez ou vous les mangez fraîches? On les congèle pas, on les mange pas fraîches, on les remet dans l'eau. Vous jouez au tennis un petit peu, André, je crois. Tout à fait. Eh bien, à la fin de votre partie de tennis, est-ce que vous mangez votre balle en salade? Je pense pas. Vous relâchez votre balle dans sa boîte, on relâche la carpe dans son élément, c'est-à-dire dans l'eau. C'est là qu'elle est le mieux. Et honnêtement, une très grosse carpe à manger, c'est vraiment pas très bon. Si je vous comprends bien, vous allez à la pêche pour capturer quelques belles carpes, les photographier éventuellement et les remettre à l'eau. Tout à fait, les photographier impérativement, ne serait-ce que pour que les copains en bavent un peu de vent, c'est normal, et puis pour prouver à sa femme qu'on est bien allé à la pêche, parce que les parties de pêche de la carpe peuvent durer très très longtemps. Mais effectivement, les carpistes modernes relâchent le poisson. D'abord parce qu'il est plus intelligent, à mon avis, de relâcher un poisson aujourd'hui et de le reprendre demain, que de le tuer aujourd'hui et puis pas le prendre demain. Je préfère 100 fois relâcher tous les poissons de la terre si je peux les reprendre, ne serait-ce que par pur égoïsme, que de les tuer, et j'ai plus aucune chance de les reprendre. C'est idiot. Puisque vous faisiez allusion à votre épouse il y a quelques instants, n'est-elle pas jalouse de vos parties de pêche? Quelle épouse de pêcheur et chasseur n'est pas jalouse de la nature? Parce que je dis la nature plus que le poisson. Parce que ce qu'on aime dans la pêche, c'est également la nature, c'est également sortir. Qui dit sortir, dit s'éloigner de son chez-soi. Donc effectivement, toutes nos épouses sont un petit peu aigries vis-à-vis des carpes. Mais avec le temps, on finit par les emmener et puis elles y prennent goût comme les autres. Pour demain, donc, le club des carpistes dames. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça mettra, à mon avis, un petit peu de temps. Parce qu'en France, il y a très très peu de dames qui pêchent, mais ça serait quelque chose d'intéressant, je pense. Arrête-moi, ma chérie. Ma chérie. Tiens, t'es petit là. Je la tiens donc ça va. Petite carpe cuir là. Donc sans aucune écaille ou presque. Ça c'est une miroir avec simplement des bandes d'écailles sur le dessus et quelques écailles. Grosses écailles. Carpe miroir. Et donc ici, une carpe commune. Non, toute couverte d'écailles. Voilà donc ce qu'on a fait à 3 en
2 jours, pas tout à fait 2 jours de pêche. En 24 heures, ouais, pas tout à fait, 30 heures de pêche. Il y en a à peu près 16, 18. Allez, on les remet à l'eau. Allez.